Jean-Michel Hazanavicius. Bonjour. Vous commencez à être un habitué du festival War on Screen puisque vous étiez notre invité d'honneur en 2020. L'an dernier, on a eu la chance d'avoir en film de clôture votre merveilleux La plus précieuse des marchandises. Et là, cette année, vous revenez avec un livre, Carnet d'Ukraine, puisque en novembre 2023, vous êtes allé en Ukraine, à Kiev et dans le Donbass, pour rencontrer des gens là-bas. Je voulais commencer par une simple question. Qu'est-ce qui vous a amené à vous rendre sur place ? C'est un peu la continuité d'une histoire qui a commencé avec la grande invasion russe, donc le 24 février 2022. On l'appelle la grande invasion parce qu'en vrai, la guerre a commencé en 2014 avec l'invasion de la Crimée. Mais donc cette invasion-là, en 2022, a vraiment choqué tout le monde. Il y a eu un gros élan de solidarité pour les Ukrainiens assez rapidement partout, notamment en France. Et moi, un peu comme tout le monde, j'ai fait ce que j'ai pu. Et à un moment donné, j'ai organisé une vente aux enchères en demandant à des gens de cinéma du monde entier de me donner des objets pour les vendre. Et cette vente aux enchères a rapporté 250 000 € que j'ai envoyé sur une plateforme que le président Zelensky avait créée entre-temps, qui s'appelle United 24. Et donc, ils m'ont proposé d'être ambassadeur de cette plateforme. J'ai dit OK, donc j'étais en charge de la reconstruction d'un immeuble qui avait été bombardé, donc récolter des fonds pour ça et tout. Et puis donc j'ai été à Kiev plusieurs fois dans ce cadre-là. Et au cours de ces voyages, j'ai rencontré un soldat qui s'appelle Kolya, qui lui avait monté une unité de l'armée qui s'appelle les forces culturelles, et qui consiste à aller, pour faire simple, remonter le moral des troupes en organisant des spectacles sur le front. Et il m'a dit, mais il faut que tu viennes voir les gars sur le front, viens, et tout ça. Donc je lui ai dit OK. Mais j'ai essayé de ne pas faire un voyage de touriste, ce qui aurait été un peu étrange. Et donc je lui ai demandé de m'organiser plein de rendez-vous, que je rencontre le maximum de personnes, et dans l'idée d'en faire un livre, dans l'idée que les droits d'auteur ainsi que les droits d'éditeur soient versés sur cette plateforme pour laquelle je suis toujours ambassadeur. Je m'interroge sur le choix de votre dispositif par rapport à ça, puisqu'il y a le choix de la première personne du singulier pour vous. Vous racontez vraiment à travers vos carnets, littéralement, ce que vous avez vu là-bas, les gens que vous avez rencontrés. Il y a aussi le choix du dessin, qui est hyper intéressant, je trouve, que vous avez fait à partir de photographies. Vous crayonnez, du coup, les gens que vous avez rencontrés sur place. Pourquoi ce choix-là pour raconter cette histoire-là, ces histoires-là ? Alors, le premier choix, disons... Le choix lui-même, il est très pragmatique. C'est-à-dire que, étant donné que je voulais rendre ce voyage, entre guillemets, utile ou concret, et créer de l'argent avec pour le renvoyer, un film, il faut de l'argent pour faire un film. Donc il aurait fallu que je paye des gens, que je les engage, que chacun s'engage. En plus, j'aurais demandé à des gens de prendre quand même des risques, puisque c'est quand même une zone de guerre, etc. Donc là, ça m'a permis, faire un livre m'a permis de n'engager que mon temps et ma volonté à moi, et mon corps, je dirais. Enfin, c'est-à-dire, je suis parti une semaine là-bas et j'ai rien demandé à personne. Et d'ailleurs, si j'avais pas pu aller au bout du livre, j'aurais pas fait de livre. Et puis, ça n'aurait manqué à personne. Voilà. Mais par chance, j'ai rencontré des gens absolument passionnants et donc... et puis, sur place, je me suis rendu compte que ce dispositif-là, justement, un carnet, un crayon et une jeune femme interprète, était tellement léger qu'en fait, j'ai pu avoir accès à plein de monde, aller dans plein de lieux dans lesquels les caméras ne vont pas, et puis avoir accès à une intimité de mes interlocuteurs qui, à un moment donné, au bout de 2 heures, avec juste un type qui écrit dans ses carnets, ils n'étaient pas comme on est là, c'est-à-dire observés par des caméras qui créent, même là je vous parle pas tout à fait normalement, j'essaye de construire mes phrases, etc. Donc je suis quand même en représentation. Eux, on n'était pas là-dedans en fait. Et du coup, il m'a été très bénéfique en fait ce dispositif dans ma rencontre avec ces combattants. Et donc voilà. Après, la question du jeu, puisque vous la posiez, je me la suis posée. Au départ, j'étais parti juste pour faire des portraits et je pensais pas me raconter. Mais en fait, je me suis rendu compte que mon incompétence totale en la matière guerrière
me permettait de raconter des choses, c'est-à-dire me permettait de raconter justement la découverte de choses qui est leur quotidien, mais qui sont tout à fait nouvelles pour moi et pour un œil extérieur, et qu'eux n'allaient pas me raconter. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est leur quotidien, donc ils n'ont pas à le raconter. Donc pour le raconter, il fallait que je me raconte. Donc j'ai essayé de le faire le plus honnêtement possible, voilà, c'est-à-dire avec toute toute mon incompétence en la matière, voilà, je l'ai raconté, quoi. Il y a, c'est vrai, des frustrations, surtout au début du livre, une forme de difficulté de connexion avec ces soldats au début qui vous regardent aussi d'un œil un peu bizarre mais en même temps, ce que je trouve magnifique, c'est que du coup, par rapport en plus à une période où on est peut-être un peu dans l'apathie du chiffre, sur les questions de mort, sur quelque chose de l'ordre du territoire, mais qu'on voit de manière très large, avec des cartes et des graphiques, là, vous ramenez vraiment des individus, des individualités, ce qui me semble être finalement assez essentiel en temps de guerre, pour comprendre aussi justement qui sont ces gens qui font cette guerre. Mais c'est exactement le propos du livre, c'est-à-dire c'est de bien se rappeler que ce sont des êtres humains. Et vous le disiez très justement, c'est-à-dire la distance où on est. Le livre, il est vraiment écrit à hauteur d'homme. Il a vraiment les pieds sur terre. Et je rencontre des gens et je parle de ces moments-là, ces rencontres-là. Parfois, je décris l'environnement. Parfois, je parle que de ce qui se passe. Parfois, je relate ce qu'eux m'ont raconté. Et effectivement, au début, alors je suis tombé un peu sur deux phénomènes. Le premier jour là-bas, deux phénomènes. Mais en même temps, moi, j'étais absolument pas prêt non plus, donc ça donne un truc un peu bizarre. Après, je pense que ça s'arrange un peu en termes d'interview, on va dire. Mais l'idée, c'est vraiment... vous avez raison, quand on dit 150 morts, c'est une abstraction totale. On n'en a rien à foutre de 150 morts. Mais un mort, plus un mort, plus un mort, plus un mort, et si on prenait le temps, comme ça, d'en égrener 150 et de donner leur nom, et leur métier, et leur ville de là où ils vivaient, et le nom de leur femme, et ça devient très concret en fait. Ça devient très long, et ça devient insupportable, parce que malheureusement c'est ça. Vous savez, j'y suis retourné là au printemps, sur le front, et le voyage que j'ai fait pour le livre, j'ai été en train. Mais là, quand j'y suis retourné au printemps, j'y étais en voiture. Donc j'ai traversé le pays, ce que je n'avais pas fait. J'ai traversé le pays en voiture. Et quand les soldats meurent, quand on les enterre, on met le drapeau ukrainien sur leur tombe. Et en fait, quand vous traversez le pays en voiture, vous passez à travers plein de villages et vous voyez tout le temps, les cimetières sont remplis de drapeaux ukrainiens. Et tout d'un coup, justement, cette addition de 1 plus 1 plus 1 plus 1, elle prend vraiment son sens, et c'est absolument... Aujourd'hui, traverser l'Ukraine en voiture est un voyage terrifiant quand on voit ça. Et je conclurai parce que la présence de votre personne et du livre à War on Screen nous paraissait aussi essentielle dans un festival qui parle de la question de la culture en temps de guerre et comment on représente ça. Vous parliez justement de votre rencontre avec Kolia et donc des forces culturelles qui l'amènent et de l'impact énorme que ça a sur les troupes, sur leur morale, sur leur santé mentale qui peut parfois être vraiment mise à mal avec le conflit. Vous parlez aussi de ce livre comme d'un objet très humble, justement, avec une forme d'humilité. Vous parliez de votre distance à vous sur la guerre aussi et comment vous la redécouvrez à travers ce livre. En ressortant de cette expérience-là et notamment de la découverte des forces culturelles, que peut finalement la culture en temps de guerre? En fait, j'aurais pas cru, mais je pense qu'elle est primordiale. C'est-à-dire que, alors en tous les cas, telle qu'elle est pratiquée par les forces culturelles, d'ailleurs, le nom est assez éloquent. C'est-à-dire, c'est les forces culturelles. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est vivace. C'est pas la culture, c'est pas le poids mort culturel. Non, c'est des forces culturelles. C'est-à-dire, d'abord, elle offre régulièrement sur les soldats qui sont sur le front et qui vivent qui ont un quotidien qu'on n'imagine pas. Je vous dis réellement, on n'imagine pas ce que c'est que leur quotidien. On leur offre, les forces culturelles leur offrent régulièrement des petites parenthèses de paix. Ça a l'air de rien, mais c'est déjà énorme. Ces petites parenthèses de paix les rattachent à leur propre humanité. Le problème de ce genre d'événement, être envoyé sur le front, c'est qu'en fait on vous formate, on vous met devant
le choix, il est de mourir ou de tuer. En gros, ça se résume quasiment à ça. Et donc, il y a toute une part animale en vous qui grandit. Et à un moment donné, il faut la laisser prendre le pouvoir si vous voulez survivre. Vous n'allez pas à la guerre avec des principes humanistes c'est impossible. Ou alors vous devenez fou. J'en ai rencontré qui devenaient fous, réellement, concrètement. Mais ceux qui ont l'air les plus tranquilles et qui vivent le truc le mieux, ils ont un discours qui est terrifiant pour quelqu'un qui est en paix. Et donc, si vous voulez, il y a une espèce d'impossibilité comme ça. La culture permet justement de reconnecter avec votre humanité, de ne pas oublier qui vous êtes. Parce que vous savez, ils se battent, etc., ils se débattent comme ils peuvent, etc. Mais c'est aussi des petites bombes à retardement, parce que un jour, la paix va revenir, ou en tous les cas, la guerre va s'arrêter. Ces types, ils sont changés à jamais. Et ils vont rentrer dans un pays, je leur souhaite que ce soit une vraie paix durable et juste, mais ils vont rentrer dans un pays dans lequel tout ce qu'ils ont appris à la guerre et tout ce pourquoi on les a félicités à la guerre ne sert quasiment à rien. Et même plutôt un obstacle quasiment insurmontable pour une vie civile pacifiée et équilibrée. Donc la culture, en temps de guerre, elle est primordiale, et dans l'après-guerre, je pense que la culture, elle a un rôle primordial pour la résilience de tous ces gars, c'est-à-dire de raconter l'histoire, et de la raconter avec une forme de vérité. Le nombre de films sur la guerre du Vietnam qu'il y a eu aux États-Unis, c'est pas un hasard, c'est-à-dire que ils ont eu une sale guerre, ils ont fait une sale guerre, les vétérans étaient, pas du tout traités comme les héros de la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un truc, le cinéma a eu un rôle expiatoire pour ces vétérans-là. Donc oui, la culture, pour le coup, a vraiment un rôle je dirais, régulateur à jouer. Et c'est ce que fait aussi votre livre. On rappelle, il est édité chez Alary, et comme vous le disiez, les revenus reviennent intégralement à United 24. Exactement. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous. Merci.